l'invitation de l'association Trouver Créer. Vous savez que cette association a également son siège au centre de formation de conseillers et à l'Institut de psychologie. Ça nous a paru intéressant aussi de s'ouvrir à d'autres professionnels de l'orientation, en particulier à la fin de la conférence de Raymond Bugeaud, mais aussi cet après-midi dans les ateliers. Ça nous permettra aussi de confronter à la fois des pratiques et des théories. Alors, je voudrais dire aussi que l'avenue de Raymond Bugeaud est pour nous aussi, indépendamment, j'allais dire, de l'intérêt que cela a pu susciter pour nous, l'occasion de renouer par-delà les mers des liens d'amitié qui durent depuis longtemps. Merci Raymond. Ça commence à être impressionnant. Et ça me fait beaucoup plaisir d'être parmi vous ce matin. J'ai l'impression d'être avec des collègues pour partager avec vous ma réflexion, mes recherches, mon expérience professionnelle aussi sur l'approche éducative en orientation et un peu sur le thème plus particulier de ce qui nous rassemble aujourd'hui, le conseiller d'orientation, un éducateur de l'intentionnalité. C'est un grand mot, un éducateur de l'intentionnalité, mais c'est un mot qui recouvre des réalités qui, pour moi, ont besoin d'être vécues. Et au cours de mes recherches, au cours des supervisions et de la formation que j'ai faite avec beaucoup de conseillers et d'étudiants, je me suis vite rendu compte que les personnes retenaient facilement le processus de résolution de problèmes, l'exploration, la cristallisation, bon, plusieurs d'entre vous le connaissez, mais par contre oubliaient facilement les dimensions plus fondamentales de l'approche que j'appelle les principes de développement, qu'il y a sous-jacentes au processus de résolution de problèmes. Et l'écueil important que ça causait, c'est ceci, d'appliquer un processus de résolution de problèmes sans vraiment être entré dans ce qui fait le cœur et le sens de l'approche. Alors ça devient facilement, comme pour beaucoup d'autres processus de résolution de problèmes, une méthode qu'on utilise quand on ne sait pas trop quoi faire. Une méthode qui nous permet aussi parfois d'utiliser des recettes qui ont l'air intéressantes, mais qui ne débouchent pas nécessairement sur le sens que ça devrait avoir. Et devant la multiplication des recettes qui circulaient, devant la multiplication, je dirais, un peu de l'inefficacité du processus, parce qu'il ne reposait pas sur des fondements plus importants, ça m'a beaucoup interrogée. Et je me suis demandé où on manquait le bateau. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression en France. Pour nous, c'est une expression courante. Hein, prendre le bateau où il manquait. Et je me suis rendu compte qu'il y avait à la base deux choses importantes. D'abord, on n'avait pas bien compris ou articulé la conception du développement plus général de la personne avec les principes de développement qu'il y a dans l'approche. Alors, on les oubliait facilement, parce qu'on n'avait pas comme une vue plus globale, plus intégrative. Les principes qui sont à la base de l'approche, si on ne les plaçait pas dans un schéma plus global de développement, mais on les oubliait. Alors, une première chose que j'ai faite, que j'ai tenté de faire, ça a été d'intégrer ou de mettre en place un schéma de développement qui permet de comprendre l'articulation des principes de développement, d'une part. Et d'autre part, c'est que parce qu'on n'avait pas suffisamment intégré ou compris ou articulé le schéma, les principes de développement sur un schéma plus fondamental de développement, on perdait le sens de l'approche éducative.
Et la première question que ça m'a posée, c'est ceci. Pourquoi une approche éducative en orientation? Est-ce que l'orientation, c'est pas nécessairement éducatif? Puisque ça amène l'individu à s'engager dans son devenir. Quand on fait un choix professionnel, on s'engage dans un devenir pour longtemps. La vie de travail, quand même, c'est important dans la vie d'une personne. On en passe des heures dans une activité professionnelle. Alors, est-ce qu'aider quelqu'un à choisir, ce n'est pas en soi éducatif? Et la conclusion auquel je suis arrivée, c'est ceci. Toutes les approches ne sont pas nécessairement éducatives. Pourquoi? Parce qu'il y a des approches qui rendent la personne objet du choix et non pas sujet du choix. Objet du choix, ça veut dire qu'il est déterminé par l'extérieur, pour toutes sortes de raisons, qui théoriquement peuvent être explicables, qui aussi dans l'histoire des pratiques en orientation sont explicables, mais on passait à côté de la responsabilité que le sujet devait avoir par rapport à son choix. Alors, une approche éducative, si elle veut se différencier par rapport aux autres approches, doit nécessairement vouloir placer le sujet au centre de son expérience, au centre de son orientation, donc au centre de son développement. C'est donc une approche dans laquelle on va demander à l'individu d'approfondir ses motivations personnelles et ce que j'appelle de façon plus générale ou peut-être plus fondamentale, son intentionnalité. C'est-à-dire la façon qu'il a d'accueillir sa vie, de laisser sa vie émerger de l'intérieur, plutôt que d'y répondre par des commandes de l'extérieur. Alors, je vous donne en même temps la définition que j'ai faite de l'intentionnalité. C'est quand je suis assez en contact avec ma vie, avec mon expérience, pour être capable de la laisser émerger et de l'accueillir. C'est un peu quand j'ai fini d'avoir peur de mon développement. Vous me direz, on n'a jamais fini, c'est vrai. Mais au moins, il faut commencer. Il faut faire un premier pas. Si on veut développer l'intentionnalité, il faut commencer par être bien dans sa vie à soi. Bien, je dis un minimum de bien ou de bien-être par rapport à ce que je suis comme personne et à ce que je vis. C'est une approche, l'approche éducative, c'est une approche qui considère aussi la personne dans sa totalité. Une approche plus behaviorale voudra, à un moment donné, stimuler ou réarticuler ou repartir le développement de l'individu à partir d'un schéma motivationnel de stimulus-réponse. Mais à ma connaissance, je ne connais pas d'articulation théorique qui permet de faire l'intégration totale de la personne. Alors que l'approche humaniste, éducative, elle ose penser qu'elle peut essayer de faire un peu cette articulation entre ce que la personne est aujourd'hui, son intention, et pour motiver ou faire bouger son intentionnalité pour l'amener à un devenir plus grand. C'est une approche qui va permettre une synthèse. Une synthèse plutôt qu'une réponse à un problème qui se pose de façon plus ponctuelle. Pour beaucoup d'étudiants, faire un choix, c'est ponctuel au sens où il y a une urgence d'orientation. Je regarde des prérequis, je regarde les résultats académiques, je regarde des pressions sociales ou les désirs des autres et je choisis. L'approche éducative, elle voudra amener la personne à se considérer de façon plus totale, c'est-à-dire à regarder comment le choix la définit elle et qu'est-ce que le choix définit par rapport à elle, ou comment elle peut se comprendre ou se recevoir ou se prolonger ou continuer son intentionnalité dans le choix qu'elle fait. Alors, on a donc au centre de l'approche éducative ce que je mets, moi, le mot personne, que je trouve important
pour comprendre le schéma de développement de base, parce que tout part de la personne comme sujet s'orientant. Je vous parlerai du conseiller tantôt. Comment ça se développe une personne? J'en fais une brève synthèse, qui est ma synthèse à moi. Une personne, ça se développe en faisant des expériences. Alors, vous voyez immédiatement l'importance que le concept d'expérience prendra dans l'approche. De la naissance à la mort, la personne vit des expériences qu'on va nommer ici en termes d'unités d'expérience. Des unités faisant appel à une expérience que je fais à un moment donné. Ce matin, avec vous, je suis en train de vivre une unité d'expérience. Tantôt, on l'articulera dans les concepts et dans l'identité, mais c'est une expérience qui parcourt ma vie à un moment donné, qui est ponctuelle. L'enfant qui prend un hochet dans sa main pour la première fois, il fait une expérience. Quand il apprend à lasser ses souliers seul, c'est encore une autre expérience. Quand il commence à pouvoir partager ses jouets, c'est une autre expérience. Quand il commence à l'école, la maternelle ou le niveau primaire, c'est encore une expérience. Alors, tout dans le développement est unité d'expérience. Et ces unités d'expérience, ça permet, en termes de la psychologie développementale, j'aurais envie de dire de ramasser, mais le terme n'est pas exact, de recevoir ou d'avoir par feedback des perceptions de soi. L'enfant qui arrive de l'école avec un dessin, si on est très occupé ou qu'on trouve le dessin plus ou moins bon et qu'on le met de côté, on lui renvoie une perception qu'on a de lui, de ce qu'il a fait. Mais ce qu'on fait, c'est un peu nous, hein. C'est très difficile de détacher ce que j'ai fait de ma personnalité totale. Autrement, je serais un robot. Alors, on lui envoie une perception de lui. Si on lui critique son dessin parce que ça ne correspond pas à toutes sortes de critères bien organisés qu'on a, ou tu as mal appliqué la couleur, ou tu as passé à côté des lignes, c'est pas très bien, il va avoir une autre perception de lui, comme étant quelqu'un qui travaille mal. Alors que dans la première situation, il avait peut-être l'impression ou la perception d'être quelqu'un qui n'était pas important. Si par contre, je m'assois avec lui, je le laisse exprimer ce qu'il a voulu dire par son dessin, que j'essaie de comprendre son expérience, il va avoir une autre perception. Ça a l'air important ce que j'ai fait. Au fur et à mesure qu'on fait des unités d'expérience, et je vous dis c'est toute la vie, même si on va les organiser tantôt, on ramasse ou on organise, on recueille des perceptions de soi. En termes de psychologie cognitive, on se situe dans les premiers stades de la théorie de Piaget, le syncrétisme, le préopératoire, l'opératoire concret. On est en train de vivre des choses, je ne dirais pas déconnectées, mais parallèles. Un peu plus tard, à l'adolescence, la personne ou l'étudiant ou l'enfant se demande, mais je suis qui, moi? Quand il pose la question « je suis qui, moi », c'est qu'il sent le besoin de mettre de l'ordre dans les perceptions qu'il a accumulées de lui-même. Et si je les groupe simplement pour des fins de démonstration, il va classifier ses perceptions de lui-même. Il pourra dire, par exemple, quand je suis dans la rue avec les copains, ils m'écoutent, puis quand ils m'écoutent, ça va bien. Alors, j'ai une unité d'expérience. C'est moi qui étais organisateur du journal de l'école et ça a bien marché. Il est en train de mettre ensemble des unités d'expérience qui vont l'amener à se dire, mais finalement, je suis un bon leader. Ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de s'organiser les concepts de lui. Alors, c'est le moment de la définition des concepts de soi.
Alors, je suis leader, je suis communicatif, je suis créatif, je suis entrepreneur. Il est en train de faire l'économie, dans une économie de mots, il est en train de se nommer de façon plus globale. Et vous avez souvent, vous rencontrez souvent des étudiants de 14, 15, 16 ans qui vont venir vous voir pour une question d'orientation. Et si vous leur demandez de parler d'eux-mêmes, ça se peut qu'ils vous parlent en unité. Ils vous donnent les exemples que je vous ai donnés. Bien, quand j'étais dans la rue avec mes copains, ça marchait bien. À ce moment-là, il ne faudra pas essayer de lui faire définir des valeurs. Il est à l'étape d'organiser ses concepts de lui. Il est peut-être déjà en retard, parce que normalement, les concepts de soi, ça varie, ça commence vers 12-13 ans, au début de la pensée formelle. Alors, vous ne pourrez pas aller plus loin dans l'articulation du projet professionnel si vous ne l'amenez pas à définir des concepts de lui. Il pourra parler de lui maintenant avec une image plus consistante ou organisée autrement. Pour que les concepts de soi contribuent à la stabilité, mais pas à une stabilité plate, là, à une stabilité quand même en mouvement de la personne, il faut que ça s'organise en structure de concepts de soi, ce que moi j'appelle l'identité. Parce que l'identité, ça ne réfère pas seulement à un concept de soi, mais à l'articulation des différents concepts qu'on a de soi. Et pourquoi c'est important? C'est pour relativiser ou placer ou amener la personne à voir quelle interaction il peut y avoir entre les concepts de lui. Vous avez souvent en consultation des jeunes qui ont fait, par exemple, si on garde le concept de leader pour comprendre, qui ont fait une ou deux mauvaises expériences en termes de leadership alors qu'ils se croyaient bons. Et on se rend compte, théoriquement, par les recherches et par l'observation clinique, qu'il y a comme un gonflement du concept qui est menacé et que les autres ont tendance à disparaître. Et la personne qui a fait 2 échecs alors qu'elle se définissait comme bon leader, elle ne questionnera pas les autres concepts d'elle-même. Elle va mettre tout l'accent sur l'échec. Alors, que la structure permet de relativiser. Alors ici, si vous avez leader, si vous avez communicatif, créatif, entrepreneur, intellectuel, social, on amène la personne à voir que, peut-être qu'elle met trop d'emphase sur l'expérience de leader. C'est peut-être qu'elle a manqué son coup au niveau de la communication. Ou elle était trop sûre d'elle, puis elle est devenue trop autoritaire. Alors les autres n'ont pas voulu marcher. Ça ne leur plaisait pas. Ou encore, elle n'a pas suffisamment pris en compte le fait qu'elle était leader et que si elle laissait tout le monde aller dans toutes les directions, ça ne marcherait pas. Alors, le problème n'est peut-être pas en termes de leadership, mais en termes de communication. Comme il pourra être en termes de créativité ou en termes d'articulation, d'entrepreneurship, comme on dit en art américain. Alors, ça permet de relativiser les concepts de soi. Et c'est important. C'est important parce que ça permet à la personne d'avoir comme une stabilité plus grande. Elle n'est pas toujours en train de se remettre en question à chaque fois qu'elle fait une mauvaise expérience. Elle a une base à partir duquel regarder ses expériences autrement que par l'échec, ce qui va lui permettre de confronter les différentes conceptions ou les différentes perceptions qu'elle a d'elle-même pour arriver à ne pas toujours être en mouvement, en repensée, en désarticulation. C'est une étape qui est importante et qui continue ici la pensée formelle à un niveau plus raffiné. Quand on regarde la façon dont une personne se développe à partir de ses unités d'expérience, l'organisation qu'elle fait des concepts d'elle-même et comment ça se transpose en identité, on retrouve ou on greffe facilement les principes de base de l'approche.
le développement, c'est une expérience à vivre. On sait d'où ça part, la nécessité de vivre des expériences, c'est qu'on ne se développe qu'en vivant des expériences. Ça veut dire quoi en termes de l'approche éducative? Le développement, c'est une expérience à vivre. Ça veut dire que, étant donné le sens que l'expérience prend dans le développement total pour arriver à des concepts de soi et à un schéma d'identité qui me colle bien, dans lequel je suis bien, je devrais m'engager ou engager les personnes avec qui je travaille dans l'expérience. Mais une expérience qui va permettre à la personne de retrouver son intentionnalité d'une part, et une expérience qui va lui permettre d'exprimer la totalité ou un résumé de la totalité de ce qu'elle a été comme personne. Et cette dimension, on la retrouve dans la qualité de l'émotion qui sous-tend l'expérience. J'attache une importance particulière à l'émotion dans l'expérience. D'abord parce que si ce matin, devant vous, je n'avais pas d'émotion, j'aurais pas besoin d'être là. Vous auriez pu programmer un robot qui vous aurait donné la conférence de façon tout à fait correcte en termes du langage, et moi, j'avais plus besoin d'y être. Qu'est-ce qui fait qu'on peut communiquer, qu'on peut se rejoindre? C'est parce que, en même temps que je vis une expérience, je suis engagée dans l'expérience. Je suis engagée avec une qualité de moi que j'appelle l'émotion. Et souvent, ça fait peur aux gens quand on parle d'émotion, d'engager les gens dans l'expérience à partir de l'émotion. Parce que socialement, on a pris l'habitude de donner une couleur à l'émotion. On dit l'émotion, telle émotion, c'est bon, l'autre, elle n'est pas bonne. Pleurer, on ne pleure pas n'importe où, hein. C'est parce que c'est très mal vu. Alors, c'est mal vu de pleurer à tel endroit, il faut seulement pleurer à un autre endroit. C'est mal vu de parler de ce que je ressens ou de ce que je vis, alors je vais me retirer puis je vais en parler ailleurs. Je suis comme toujours en mouvement de balancier. Et c'est très fatigant. Et en soi, l'émotion, c'est neutre. Qu'est-ce qui est plus développant, pleurer ou rire? Parfois, pleurer, ça fait drôlement de bien. Et parfois, rire aussi, ça apporte une autre détente. Et c'est la même chose pour toutes les émotions. Si je ne suis pas engagée dans l'émotion qui sous-tend mon expérience, je n'arriverai pas à faire une expérience développante. Et pourquoi? Parce que la seule chose qui est vraie, qui est vraiment vraie dans le développement, c'est l'expérience. Vous êtes tous assis en train de m'écouter. Objectivement, je pourrais dire ils font la même expérience, ils sont assis, ils écoutent une conférence. Mais je suis certaine que vous ne vivez pas la même chose à l'intérieur d'eux. Et ça, c'est la seule chose qui est vraie. Quand je pleure, que je suis triste, personne ne peut dire que je ne suis pas triste. Si elle le dit, elle passe à côté de mon vécu. Elle n'a pas compris, elle est passée à côté de ce qui est vraiment vrai pour moi. Toutes les théories sont contestables. D'ailleurs, si on avait vraiment une théorie, on arrêterait de chercher. Ça ne serait pas utile. Mais c'est fondamental que je me donne accès à ce que je suis pour que ça prenne une couleur, pour que ça prenne une qualité, puis quand on va arriver dans le deuxième principe, pour que ça prenne un sens. Et on va le placer tout de suite, le deuxième principe, le développement, une expérience à traiter.
S'il suffisait de vivre des expériences pour se développer, moi, il y a longtemps que j'aurais arrêté le travail. J'aurais pris 3, 4, 5 ans pour vivre beaucoup d'expériences. Là, je me serais dit, bon, maintenant, je suis développée, passons à autre chose. Mais c'est pas comme ça que ça se fait. L'expérience, elle devient développante dans la mesure où je vais la traiter, où je vais essayer de lui découvrir un sens et un sens pour moi. Et c'est là que je deviens sujet de mon développement. Je suis sujet, j'essaye d'être le plus sujet possible dans l'expérience à vivre, c'est-à-dire de retrouver ma vie de l'intérieur, en me distanciant ou en comprenant mieux les pressions qui se sont exercées sur moi, parce que je suis quand même pas en vase clos. Si je vis seulement mes expériences à moi en vase clos, seule, c'est de la schizophrénie. Il faut que je sois engagée dans un système d'influence qui me renvoie des feedbacks, comme on avait au niveau des perceptions de soi, ce qui me permet de me distancier, de colorer, de raffiner. Mais ça, c'est la découverte du sens. C'est le traitement de l'expérience. Et comme professionnel, si vous n'êtes pas capable de faire traiter l'expérience au sujet, ne la faites pas vivre. Autrement, vous allez tomber dans ce que j'appelle la psychologie sauvage. On ne fait pas pousser des fleurs n'importe comment. Il y a une différence entre arroser des fleurs avec de l'eau et les arroser avec de l'eau de javel. Bien sûr, s'il y a une raison, s'il y a des parasites ou il y a une raison qui fait que je dois rajouter un peu d'eau de javel dans l'eau, je vais le faire, mais je sais pourquoi. C'est pour les traiter. Mais si je ne peux pas faire traiter l'expérience, je ne la fais pas vivre. Si l'individu ne veut pas traiter son expérience, je ne la traite pas pour lui. Je n'ai pas le droit. Je vais vous en parler tantôt dans le rôle du conseiller. Je n'ai pas le droit de forcer la personne à vouloir vivre quelque chose et à vouloir découvrir un sens à tout prix. Le sens, c'est pas mon problème. C'est le problème de la personne et elle n'est peut-être pas prête à le vivre. Quelques semaines avant mon départ de Québec, je rencontre une dame qui a environ 48 ans et qui me dit avec beaucoup de spontanéité quand même, « Raymond, je viens de me rendre compte que je suis jalouse. » J'ai souri un peu parce que ça fait bien longtemps que l'entourage s'en rendait compte. Mais elle n'était pas prête à s'en rendre compte. Elle avait peur. Au niveau des mots, elle savait ce que c'était être jalouse. Mais dans son expérience, elle n'était pas capable de le voir. Puis tout à coup, elle m'arrive, 48 ans. Elle dit, Raymond, je me rends compte que je suis jalouse. Elle est rendue au moment où, dans son expérience, il y a une place pour traiter ça, sans que ça fasse trop mal et sans que ça fasse trop peur. Alors, on va s'asseoir avec la personne et on va commencer à traiter l'expérience. À partir de quels indices elle s'en est aperçue? Qu'est-ce que ça suscite comme réaction en elle? Qu'est-ce que